Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir. Éric Zemmour, on va aller directement au Brésil et comprendre un petit peu Oui. ce qui se passe sur place avec un tel retentissement, l'annulation des condamnations à l'encontre de l'ex-président brésilien et figure de la gauche Lula da Silva, lundi 8 mars, par un juge de la Cour suprême, sonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique brésilien et même en France. Éric Zemmour, pourquoi cette décision a-t-elle un tel retentissement ? Il y a plusieurs raisons qui tiennent à la fois à la personnalité de Lula, au Brésil et au rapport particulier qu'entretient la gauche française avec l'Amérique du Sud en général depuis les années 50-60. D'abord la personnalité de Lula, métallurgiste, ancien syndicaliste. Il y a un côté ouvriériste. Il y a un côté parti communiste des années 50 ou des années 30. Vous voyez, l'ouvrier qui est monté en graine et qui va finir président de la République. C'est Lula, c'est le dernier symbole de ça, de cette gauche-là qui n'existe plus. C'est pour ça qu'il est aussi emblématique et c'est pour ça que ce qui lui est arrivé a été vécu comme une trahison, une double trahison. Une trahison idéologique, car Lula, président du Brésil, a plongé le pays dans la mondialisation libérale avec une augmentation des inégalités, etc. Donc il n'a pas, vous voyez, ça n'a pas été la révolution communiste. Et surtout, une trahison morale, puisqu'il a été accusé de corruption, d'avoir touché des pots de vin, immobilier, etc. etc. Donc, il a été condamné, vous l'avez dit, à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une déchéance idéologique et une déchéance morale. Et pourquoi c'est important pour la gauche française ? Parce que la gauche française, depuis les années 50-60, depuis les révoltes, évidemment la révolution communiste de Cuba, depuis le Chili avec le fameux coup d'État contre Salvador Allende, il y a un romantisme, sud-américain pour la gauche française. Tous les voyages, vous savez, de Sartre, de Simone de Beauvoir, les sœurs Pizier. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec l'affaire Duhamel. Et on apprenait ainsi que la sœur de Marie-France Pizier avait été la maîtresse de Fidel Castro. Et apparemment, ce ne fut pas la seule. Il fascinait toute l'intelligentsia française de gauche, les femmes et les hommes. Et pareil pour les années 70, alors là, c'était le Chili. Avec Allende, la victime emblématique, magnifique, massacrée par l'armée chilienne de Pinochet. Vous voyez, tout ça, il y a un romantisme. Et donc, quand Lula est élu, la gauche française se pâme de nouveau. N'oublions pas que Mélenchon est directement branché sur l'Amérique du Sud et que son mentor, son accès au populisme vient là aussi de l'Amérique du Sud avec Chavez, voilà. Non, pas Chavez. Chavez, oui, mais surtout le théoricien. Je crois qu'il est mort il n'y a pas longtemps et qu'il reste que sa femme. Et je retrouverai les noms, mais pardonnez-moi pour ce trou de mémoire. Mais vous voyez, c'est l'ambiance idéologique. Donc, si vous voulez, l'avilissement juridique et moral de Lula a eu des répercussions en France. Ils l'ont pris comme un coup à l'estomac. L'ancien métallo, l'ancien ouvrier, l'ancien syndicaliste qui se renie, c'est un peu toute la gauche française qui se renie. Et d'ailleurs, on le voit aux réactions, les réactions sont très amusantes. Et vous allez comprendre pourquoi je dis amusantes. Car immédiatement, Mélenchon a réagi, Anne Hidalgo a réagi, Faure, le premier secrétaire du PS, a réagi aussi. Et il faut voir leur phrase, Hidalgo, mais justice lui a été rendue. 5 ans de persécution. Et Mélenchon a une formule formidable. La magistrature refuse de faire le sale boulot politique. Alors que vous allez voir, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la magistrature ne fait qu'un boulot politique. Parce que justice lui a été rendue, non. Qu'est-ce qu'a décidé le juge, le tribunal suprême ? Simplement que le tribunal qui avait condamné Lula, qui était à Curitiba, excusez-moi, dans le sud du Brésil, n'aurait pas dû être là. Il n'aurait pas dû être jugé par ce tribunal-là. Il aurait dû être jugé par Brasilia. Procédure
Voilà, question de forme, de pure procédure. Voilà. Oui, c'est comme parfois en France, la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel, mais elle ne va pas au fond. Elle ne dit pas si il est coupable ou pas coupable. Elle dit simplement, ah ben là, il y a eu un vice de forme. Ben là, c'est la même chose. Donc, justice ne lui a pas été rendue sur le fond. C'est faux. Il n'a pas été blanchi ni innocenté. Il n'est pas innocenté. Mais la gauche française a tellement envie qu'il soit innocenté, qu'il se jette dessus sur cette décision judiciaire, évidemment, pour dire mais c'est formidable, il est innocent en fait. Alors vous pensez que c'est un désaveu pour la justice brésilienne ? Non, c'est pas un désaveu, c'est simplement, je vous dis, une question de forme. En fait, et c'est pour ça que la phrase de Mélenchon m'a autant attiré l'œil et autant amusé, quel est le contexte ? Le contexte, c'est une guerre, vous allez voir, ça fait écho à mes préoccupations quasi quotidiennes sur le gouvernement des juges, l'état de droit, etc. Dans tous les pays, c'est la même chose. Il y a un affrontement en ce moment entre les juges brésiliens et le président Bolsonaro. On a même, j'ai lu cet après-midi que Bolsonaro avait même songé à envoyer l'armée et arrêter les principaux magistrats du pays. Là, on est exactement dans le coup de Maupoú. Vous savez, je vous ai déjà raconté sous Louis XV, qui en avait marre des parlements d'Ancien Régime et qui un jour lui a envoyé les mousquetaires pour arrêter tous les parlements d'Ancien Régime et les exiler en province. On est en 1764, c'est assez extraordinaire. Il a failli faire ça. Il s'est retenu au dernier moment. Les conflits entre le pouvoir exécutif et judiciaire sont courant dans l'histoire. Je vous racontais Maupoú et Louis XV, mais j'aurais pu vous raconter aussi la Troisième République, qui, quand elle s'est installée dans les années 1875, a viré quasiment tous les magistrats. On est là à critiquer les Polonais ou les Hongrois parce qu'ils virent un ou deux magistrats, mais là, c'était quasiment tous les magistrats, parce ils étaient coupables aux yeux des républicains. La grande république libérale, monsieur Ferjou, de 1880, qui a viré quasiment tous les magistrats parce qu'ils étaient bonapartistes ou monarchistes. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, c'est un conflit séculaire. Et là, on est là-dedans. Et alors, c'est pour ça que la phrase de Mélenchon est drôle, parce que pourquoi les grands magistrats brésiliens ont relâché, entre guillemets, Lula ? Mais pour l'envoyer contre Bolsonaro, justement pour faire de la politique. Les magistrats n'ont pas fait du droit, ils ont fait de la politique. Et ils ont envoyé le seul type capable de battre Bolsonaro, Lula. 50% dans les sondages. 38% pour Jair Bolsonaro. Voilà. Alors justement, parlons de la présidentielle. Est-ce qu'il faut s'attendre à un renversement politique lors des prochaines élections de 2022, octobre 2022, en cas de duel entre les deux ? Je peux pas, j'ai pas de boule de cristal. Je peux vous dire en tout cas que, d'après ce que j'ai compris, Lula était le seul capable d'affronter et de vaincre Bolsonaro. Donc ça va être un combat de titans entre les deux. Vous voulez un verre d'eau peut-être ? Oh, bah, si vous voulez. Alors, si on peut emmener un petit verre d'eau, ça serait génial. C'est gentil. Mais en tout cas, c'est là aussi, il y a un autre intérêt, c'est qu'on voit bien qu'on est rentré, on l'a vu pour Biden, Trump, mais plus encore là, parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'était la démocratie dans les sociétés traditionnelles ? On est passé dans plusieurs âges. Au 19e siècle, c'est la démocratie des notables. Hein, quand on est en plein suffrage censitaire, là, c'est les notables, hein, c'est Guizot, c'est Thiers, etc. C'est pas le suffrage universel. Et puis après, on passe au suffrage universel, et là, c'est la démocratie telle qu'on la connaît, nous, c'est les partis politiques. Les partis politiques qui s'affrontent, qui ont des chefs, hein, c'est, je sais pas moi, Jaurès, Léon Blum, Clémenceau, vous voyez, François Mitterrand. Ça, c'est des partis politiques qui s'affrontent et qui ont des chefs. Et aujourd'hui, on est dans un troisième âge politique. L'âge, en vérité, des affrontements de personnalités qui sont hissés sur le pavois par les médias de masse, par les réseaux sociaux, sans passer par l'intermédiaire des partis politiques. Et là, on voit bien cet affrontement-là entre Bolsonaro et Lula. C'est exactement ça, parce que le parti des travailleurs, c'est le parti socialiste, entre guillemets, vous voyez, de Lula, il est aux abonnés absents.
il a pris des raclées monumentales électorales, etc. Et vous m'avez dit vous-même, Lula, 50% dans les sondages. Très populaire. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est au-delà du Parti des travailleurs. En vérité, on n'est plus dans l'affrontement partisan de la démocratie classique représentative. On est entre deux monstres qui s'imposent dans l'opinion par tous les moyens modernes de communication et qui vont s'affronter, tels deux coqs, en vérité, vont s'affronter et tout est fait pour qu'ils s'affrontent. En attendant qu'il s'annonce, on ne sait pas encore si Jair Bolsonaro sera candidat, on ne sait pas encore, mais on sent qu'on va quand même vers ce duel. A commencé. Lula passe son temps sur toutes les antennes, dans toutes les interviews, à dire « mais moi, quand il y a eu l'épidémie de H1N1, j'ai vacciné 80 millions de personnes en 3 mois ». Sous-entendu, l'autre, c'est un nul. Il n'est pas capable de réguler et de juguler cette nouvelle épidémie. Vous voyez, ça y est, l'affrontement, il est parti, quoi. On a déjà commencé. Qui veut réagir ? Dimitri ou bien Jean-Sébastien d'abord ? Ce qui est frappant, c'est que la condamnation de Lula, elle a été elle-même pas mal questionnée. Effectivement, parce qu'il y a eu des soupçons à ce moment-là, indépendamment de la forme, et qu'il a été jugé dans ce tribunal-là plutôt que d'un autre, que l'affaire de corruption était même une espèce de coup monté, si je me souviens bien. Donc c'est vrai que le Brésil n'est pas franchement un exemple en matière d'état de droit et de respect de l'état de droit. Et après, sur ce que vous disiez sur Lula, parce que si on se projette sur l'avenir du Brésil et en termes de modèle économique, souvenez-vous, à l'époque, il y a eu la belle époque où on parlait des BRIC, ces fameux pays émergents. Il y avait le Brésil, c'était le B des BRIC, il y avait la Russie, l'Inde et la Chine. Mais il y en a un seul qui a véritablement réussi, et celui qui a réussi, c'est celui qui a misé, alors l'Inde dans une moindre mesure, mais sur l'industrie et le développement, parce que Lula, il était tellement préoccupé par le social que justement, il n'a pas vraiment fait du développement d'économie libérale, il a juste exploité le fait que les marchés de matières premières à ce moment-là rapportaient beaucoup d'argent au Brésil. Il a d'ailleurs à l'époque défendu le droit à déforester l'Amazonie sans que personne ne vienne lui donner de leçons, alors qu'à l'inverse, quand Jair Bolsonaro le dit en disant c'est pas aux écologistes occidentaux de venir me donner des leçons, alors là c'est un crime. Lula disait la même chose, mais c'était salué. Mais le vrai sujet pour l'avenir du Brésil, c'est celui-là, c'est que le Brésil a totalement raté son intégration dans l'économie mondiale. Quand je voulais dire il s'est soumis à la mondialisation, je ne parlais pas d'industrie. Je voulais dire il avait voulu profiter immédiatement du commerce international. Il s'est préoccupé des revenus à transférer. Et cela dit, ça a permis à des millions de gens de sortir de la pauvreté, mais malheureusement, de manière pas très durable. Voilà. Dimitri ? Non, mais c'est vrai, c'est que Lula aussi, pourquoi il est si populaire et pourquoi les Brésiliens lui pardonnent tout, notamment dans les favelas, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il a quand même en bilan social, il fait sortir de la grande pauvreté, je ne sais plus combien de millions de personnes. Et ça, quelque part, je veux dire, ça reste un héritage politique imbattable face à Bolsonaro qui braque la terre entière contre lui, qui a des manières terribles. Enfin, je veux dire, ses déclarations sur le vaccin qui va vous transformer en crocodile, enfin, ça paraît surréaliste d'entendre un dirigeant la simple politique idée de vouloir envoyer l'armée, c'est quand même mais je vous dis, inquiétant, pour dire le moins. Mais c'est le Brésil. Vous savez, c'est un pays d'une violence phénoménale quand même. Il faut quand même rappeler la violence au Brésil. Vous n'allez pas dans les favelas sans l'armée. Oui, mais il y a des Nelson Mandela et il y a des Bolsonaro, malgré tout. Non, mais oui. Et deux questions peut-être. Est-ce que Lula, justement, il est prêt à gouverner un pays qui n'est plus du tout le même ? Parce que le pays n'est plus le même. Est-ce que c'est plus le même ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des fondamentaux du Brésil qui perdurent. Jean-Sébastien l'a dit, il n'a pas vraiment transformé le pays. Il a profité des rentes, de revenus, de matières premières, pardon. Donc non, je pense que oui, il est prêt à le gouverner. Le problème, c'est est-ce que le Brésil est gouvernable ? Parce que c'est une société vraiment. Je vous dis, moi, je crois que le problème fondamental, c'est même pas la pauvreté, c'est la violence. Alors, qui est la poule, qui est l'œuf ? Mais je pense. C'est vrai que c'est l'échec de la gauche sud-américaine malgré tout, parce que c'est le cas au Venezuela aussi, qui pourrait être un des pays les plus riches au monde avec ses réserves de pétrole, et qui se retrouve un des pays les plus pauvres. Des sociétés mais d'une violence phénoménale. Alors que la Colombie ou le Chili ou l'Argentine, en adoptant des mesures un peu plus raisonnables économiquement, s'en sortent. Mais ce sont des sociétés moins violentes. Oui, mais effectivement, qui est l'œuf et qui est la poule. Qu'est-ce qui est l'œuf, qui est la poule ? Est-ce que c'est la pauvreté qui provoque la violence ou voilà ? Ça, c'est une autre discussion. Mais oui, voilà, pas la même homogénéité sociale. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas forcément le social, c'est simplement qu'il n'y a pas la même équilibre ethnique, social, culturel, etc.
L'insurrection déclenchée par une partie de la population parisienne le 18 mars 1871, appelée la Commune, fait l'objet d'une vive controverse entre ceux qui désirent une commémoration officielle, ceux qui la refusent et la critiquent. Pourquoi un tel débat autour de cette période de l'histoire? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Alors, vous avez remarqué que c'est une querelle au sein de la gauche, comme d'habitude. J'allais dire, ça devient rituel. Qu'est-ce qui se joue? C'est très simple. La Commune, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière révolution. Vous savez, il y a toute l'histoire du 19e siècle est ponctuée de mouvements révolutionnaires qui veulent imiter 1789. Et d'ailleurs, l'histoire ne cesse de se répéter. C'est-à-dire qu'on a toujours le même ordre. On a d'abord une révolution libérale contre un monarque ou contre un empereur. Après, on a une révolution plus dure, plus violente, plus sanguinaire. Et puis après, on a un coup d'État, ou en tout cas une reprise en main d'un pouvoir réactionnaire, entre guillemets. En gros, pour vous situer, on a 89, après on a 93, et après on a Bonaparte. Et on recommence à chaque fois. On a 1830, et puis après on a Louis-Philippe, et après on a 48, et 48 c'est la même chose, c'est le même schéma, vous voyez. Et ça finit par un coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et vous voyez, on a passé le siècle à refaire l'histoire de la Révolution. Et 1871, c'est la Commune. C'est de nouveau le peuple de Paris qui veut refaire la Révolution, qui est en plus un mouvement patriotique, parce qu'il faut bien comprendre au départ que les seuls qui ne veulent pas de la paix, qui ne veulent pas de la soumission à l'Allemagne, c'est ce petit peuple parisien qui reste patriote et qui veut refaire 1792, les soldats de l'an 2, Valmy, etc. Sauf que cette fois-ci, ça ne marche pas. Et donc qui est furieux contre les bourgeois, contre les Versaillais qui veulent se soumettre à Bismarck. Au départ, ça commence comme ça. Et puis, ça devient une révolution beaucoup plus dure, avec des crimes, avec des meurtres, etc., exactement comme la Terreur. Et là, simplement, il n'y a pas Louis XVI en face, le gentil Louis XVI. Il y a Thiers qui va massacrer toute cette révolution et tous ces révolutionnaires. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Commune? Pendant longtemps, le souvenir de la Commune a été perpétué par les communistes. Pourquoi les communistes? Parce que Marx avait beaucoup étudié la Commune et il avait expliqué que les communards, ils étaient formidables, mais qu'ils étaient encore trop proudhoniens, vous savez, Proudhon, son grand rival, et qu'ils étaient encore trop libéraux, vous savez, le grand ami de Michel Onfray, de notre ami Michel Onfray, et que Marx détestait Proudhon et voulait le supplanter dans le cœur des ouvriers, etc. Et il dit, voilà, la Commune, bon, ils ont tenté, mais en fait, ils étaient encore trop libéraux, hein, trop pacifiques, encore pas assez durs, pas centralisés, pas assez communistes, quoi. Et donc, si vous m'écoutez moi, eh ben, vous gagnerez. C'est ce qu'a fait Lénine. Donc, tant que le régime communiste a duré, donc, vous voyez, jusqu'à 89, la Commune était portée par les communistes qui disaient, vous voyez, c'est un peu nos ancêtres. Ils ont essayé, ils ont perdu, mais grâce à leurs échecs, grâce aux leçons qu'on a tirées de cet échec, eh ben, on a fait la grande révolution communiste. Il n'y a plus de communistes, vous l'avez compris, et donc le souvenir de la Commune est évidemment porté par un plus grand monde. C'est ça le premier problème. En plus, la gauche, on est toujours dans les querelles intellectuelles, la gauche a changé son regard sur la violence. Auparavant, la violence était accoucheuse de l'histoire, selon le fameux mot de Karl Marx. Aujourd'hui, vous voyez bien, et c'est ma discussion de tout à l'heure avec Jean-Sébastien, toute cette gauche-là est devenue pacifiste, a peur de la violence, elle se soumet à la violence, elle est terrorisée par la violence. Et donc elle n'aime pas les communards qui, eux, n'hésitaient pas à massacrer, à fusiller, à brûler les Tuileries et l'hôtel de ville. Enfin, vous voyez, ils y allaient. On me dirait qu'en face, c'est pas rien non plus, parce que les Versaillais ont massacré entre 10 000 et 20 000 communards, je crois que ça a été... C'est la dernière grande guerre civile aussi française. Et là aussi, les républicains sont mal à l'aise, parce que qui massacre? Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un empereur, ce n'est pas un dictateur, non, c'est la République. C'est la République qui massacre les communards. Et c'est même parce qu'elle massacre les communards, ça c'est une leçon que nos républicains d'aujourd'hui détestent entendre, c'est même parce qu'elle massacre les communards qu'elle va s'enraciner dans le pays. Parce qu'elle va s'enraciner dans le pays, parce que les masses paysannes en ont marre de ce peuple révolutionnaire de Paris qui lui impose tous les 20 ans ses révolutions. Et donc, en fait, c'est horrible à dire aujourd'hui, mais les masses paysannes trouvaient que les rois étaient trop gentils, vous voyez, trop économes du sang français.
Et que là, on a un bon républicain tiers, alors là, il y va, et là, au moins, l'ordre est rétabli. Et donc, la République, c'est le grand paradoxe, et c'est ça qui gêne autant la gauche, c'est que la République s'installe parce qu'elle massacre les communards et qu'elle éradique, vous voyez, le côté révolutionnaire de Paris, qui avait déjà été comment dire, aseptisé par Haussmann. Vous savez, Haussmann, au départ, pourquoi il fait le Paris, pourquoi il met des grandes routes, pourquoi il casse tous les immeubles rapprochés et tout, c'est pour pouvoir faire passer les canons en cas de révolution. C'est ça, nos grandes avenues, c'est au départ ça. Alors, il y a d'autres raisons après, hein, c'est pour lutter contre les épidémies, pour faire beau, etc. Mais la première raison, c'est on va pouvoir passer les canons et ils vont pas nous emmerder avec leurs barricades. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, en 1870, il y a déjà tout le Paris de l'Ouest, vous voyez, qu'on connaît, et qui est déjà le Paris bourgeois, avec des grandes avenues, etc. Il reste encore le Paris ouvrier, qui est à l'Est. Et c'est ce Paris-là qui va se révolter. Le Paris de Château-Rouge, vous voyez, le Paris du 11e, le Paris de Pigalle, toute la commune va se passer là. Et donc, c'est ça qui va être achevé là-dedans. Et puis, dernière chose, alors là, on parlait d'islamo-gauchisme tout à l'heure. Aujourd'hui, dans ces rues où s'est déroulée la commune, où il y avait les Jourdes, les Rossel, c'est ça les noms des communards, qui ne sont pas passés à la postérité, hein. C'est pas Danton et Robespierre. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une population largement maghrébine ou africaine. Et le grand rêve, le grand mythe des islamo-gauchistes, c'est de faire de ce peuple les nouveaux communards. Seulement, ces gens-là se foutent complètement de la commune. Avoué. Oui, c'est un rêve avorté. Ces gens-là se moquent complètement de la commune. Ils ont d'autres héros et ils ont d'autres défaites à venger. Ça a un peu changé quand même l'Est parisien. C'est 10 000 € le mètre carré, c'est une autre population. Alors je vais vous dire, vous avez raison. Il y a l'Est et le Nord. Oui. Ça dépend. Vous avez raison. Il y a une lutte. Alors là, si on part dans la lutte urbanistique, il y a la lutte entre les bobos et les immigrés. Effectivement, il y a des rues même. Il y a même des rues bobos et puis des rues africaines ou arabo-musulmanes, etc. C'est de la dentelle maintenant, l'Est parisien et le Nord. De la même façon, Éric Zemmour, l'éventuelle commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon fait polémique dans la classe politique, bien que la grandeur de ce personnage de l'histoire de France soit plus consensuelle. Pourquoi une telle polémique, là encore, autour de Napoléon ? Alors, si vous voulez, c'est assez paradoxalement assez simple à comprendre. Et vous allez voir, il faut revenir au départ. Qu'est-ce que c'est que Napoléon ? Qu'est-ce qu'il incarne, je veux dire ? Pour moi, c'est le plus grand personnage de l'histoire de France, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il incarne ? Il incarne deux choses. Il incarne à l'extérieur la France hégémonique en Europe. C'est notre dernier empereur romain, en fait. Il a refait l'empire de Charlemagne, vous voyez, avec la France, l'Allemagne et l'Italie. La France, c'était tout ça. Et donc, la France hégémonique en Europe, première chose. Et deuxième chose, c'est à l'intérieur, la France organisée autour de son État, avec, de façon hiérarchique, c'est, si vous voulez, le mélange entre la Révolution et la monarchie. La Révolution, parce que c'est le mérite, hein, c'est la méritocratie, il n'y a plus de privilège de la naissance, et la monarchie, parce que c'est l'autorité. Et ça a donné différentes choses. Ça a donné le code civil, ça a donné les universités, ça a donné l'administration, le préfet, le maire, vous voyez, avec sous l'autorité du préfet, le département, etc. Vous voyez, c'est toute une organisation. Et tout cela a été mis à bas par notre modernité et par la nouvelle gauche, ce que Jean-Sébastien Ferjou appelle la cancel culture, etc., etc. Tous ces gens-là détestent tout ça. C'est-à-dire qu'ils détestent la France hégémonique. Pour eux, la France ne doit pas dominer, elle doit rayonner selon les droits de l'homme. Et du coup, ils se soumettent à tous ceux qui dominent et qui sont forts, qu'ils soient américains, chinois, allemands, islamistes, etc. Et à l'intérieur, vous voyez bien que tout l'héritage de Napoléon a été saccagé. Le code civil n'a plus rien à voir avec ce qu'il a été. Le droit de la nationalité, vous savez, je peste souvent sur les fameuses lois sur les prénoms, qui était une loi de Bonaparte.
Vous voyez bien que désormais, n'importe qui donne n'importe quel prénom à ses enfants. Vous avez le système administratif, commune, département, État, qui est complètement... C'est le fameux millefeuille territorial. Il y a des régions, des communautés de communes. Enfin, c'est le désordre intégral. Je ne vous parle pas de l'université et du lycée. Le niveau s'est effondré. Enfin, vous voyez, toute l'organisation napoléonienne a été complètement saccagée. Donc, il n'est pas étonnant que dans le monde tel que, dans la France, telle que nous l'avons édifiée aujourd'hui, sur les ruines de l'héritage de Napoléon, eh ben, on soit là à taper sur Napoléon. Si vous voulez, il est tout ce que l'époque déteste. Les féministes vont le trouver misogyne, d'ailleurs, elles ne cessent de le dire. Les mouvements antiracistes, la ministre Elisabeth Moreno l'a dit. La ministre Elisabeth Moreno l'a dit. Mais oui, bien sûr. Oui, il ne voulait pas des femmes dans la politique. C'est ça, en fait. Mais je vous ai déjà expliqué, il avait connu ce que ça avait provoqué sous la monarchie. Mais ne revenons pas sous cette discussion. Les mouvements antiracistes, Black Lives Matter, vont dire qu'il a rétabli l'esclavage. Oui, il a rétabli l'esclavage, mais c'était pour l'intérêt de la France, parce que sinon on perdait la Martinique, qui était les colons s'étaient donnés à l'Angleterre pour ne pas subir la guillotine de la Guadeloupe. Et on oublie de dire en plus qu'en 1815, quand il revient pour les 100 jours, il abolit l'esclavage. Personne ne dit jamais ça. Enfin, passons. Ensuite, les islamistes vont dire il est trop catholique, il est trop, vous voyez, etc., etc. Donc, il est tout ce que notre époque déteste. En plus, il est guerrier, c'est un guerrier. On va lui mettre sur le dos les centaines de milliers de morts des guerres napoléoniennes. On oublie toujours que ces guerres napoléoniennes sont d'abord des guerres de la Révolution, que c'est la Révolution qui a déclaré la guerre à l'Europe. Et c'est l'Europe qui fait la guerre à la Révolution. Et Napoléon, pour l'Europe de l'époque, pour l'Europe des rois de l'époque, incarne la Révolution. Vous voyez, on oublie tout ça. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de polémiques. L'époque déteste Napoléon, déteste tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente, et ce n'est pas étonnant s'ils veulent le faire passer dans les poubelles de l'histoire. C'est vrai que lorsque vous parliez de l'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, c'est vrai qu'ils détestent en général, pas tout le monde, pas tous, mais ils détestent en général effectivement Napoléon, qui est le symbole du rétablissement de l'esclavage. Je vous ai dit pourquoi. Il rétablit l'esclavage pour ne pas perdre la Martinique, qui s'était donnée aux Anglais. Alors, justement, Éric Zemmour, comment se fait-il que le temps ravive de telles polémiques ? Celle-ci ne devrait-elle pas, au contraire, s'estomper avec le temps ? Je vais vous dire, non. Les guerres de l'histoire sont essentielles. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Orwell dans 1984, « Celui qui tient le passé tient l'avenir, et celui qui tient le présent tient le passé ». Les guerres de l'histoire sont fondamentales en politique. Vous avez le mot très drôle, je trouve, de Churchill qui dit les historiens reprendront l'histoire, la mienne, reprendront mon histoire de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est moi qui vais l'écrire. Vous voyez, c'est fondamental. Celui qui écrit l'histoire, celui qui impose sa vision de l'histoire, domine le présent et l'avenir. Jules César, Vercingétorix ? Jules César, Vercingétorix, la guerre des Gaules, absolument. On a vécu 2000 ans sur le regard de Jules César, que Jules César a porté sur la guerre des Gaules. Vous avez tout à fait raison. Et on voit bien comment, je pourrais vous passer des heures à vous expliquer les guerres de l'histoire sous l'Ancien Régime, etc., etc. Mais n'allons pas plus loin. La République s'est installée en faisant sa propre histoire, c'est-à-dire en prenant les modèles de l'Ancien Régime, les grands ministres, Sully, Richelieu, vous voyez, Colbert, etc., et en les incorporant au récit républicain. C'est comme ça que la République s'est enracinée dans les esprits des gens. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On voit bien que les mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure, féministes, vous voyez, LGBT, etc., ont pris la domination des programmes scolaires et ont endoctriné nos enfants avec une histoire qui n'a plus rien à voir avec l'histoire telle qu'on l'apprenait dans mon enfance. Donc vous voyez, il y a des luttes terribles. Et les commémorations sont ce moment-là. Il va y avoir, l'année prochaine, là, on est sur la bataille autour de Napoléon et de la Commune, mais l'année prochaine, ça va être autrement musclé. Parce qu'il va y avoir l'anniversaire des accords d'Évian, qui ont mis fin à la guerre d'Algérie.
le 18 mars 1962. Déjà, en disant cela, je sais que je vais me faire insulter parce que pour beaucoup de gens, la guerre d'Algérie ne s'est pas achevée le 18 mars 62, puisqu'il y a eu encore des massacres, le fameux massacre de la rue d'Isly et par le FLN sous l'œil de l'armée française, vous voyez, qui n'a pas bougé. Donc vous voyez, ça va être une polémique, ça va être des polémiques terribles, parce que on va devoir donner lecture de la guerre d'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, de la colonisation de l'Algérie. Donc vous imaginez la bataille historique autour de ça. Non, les batailles historiques sont essentielles, elles sont fondatrices. Dimitri, Jean-Sébastien. Autant sur... moi, je pense que... J'entends tout ce que vous dites, mais il y a un front par exemple, sur la mémoire de Napoléon. Il y a un affrontement, il y a un conflit. Vous avez donné le point de vue de la gauche en expliquant pourquoi aujourd'hui il y a une détestation, pourquoi aujourd'hui il y a une nostalgie un peu romantique autour de la commune. Mais en réalité, je ne pense pas que sur ce sujet-là, il y ait eu unanimité. Non, bien sûr. Et je pense que sur la question, par exemple, sur Napoléon, il y a beaucoup de tribunes, d'historiens qui sont régulièrement publiés dans la presse, mais il y a très peu d'échanges culturels. C'est-à-dire que je constate que la presse de gauche accueille assez peu de tribunes d'historiens pro-Napoléon et réciproquement. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on est tout à fait dans la situation qu'on décrit sur les réseaux sociaux, à savoir que chacun est dans sa communauté, se parle à lui-même et est d'accord avec ce que dit son voisin. Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est encore plus terrible, c'est quand même que c'est le Français le plus célèbre dans le monde. Oui. Tout à fait. Les Asiatiques se battent pour un bout de chapeau de Napoléon. Ils mettent des millions de dollars sur la table pour avoir un bout de chapeau. Ils ne sont même pas sûrs que ce soit le chapeau de Napoléon. Il est adoré. Je suis allé en Russie. Vous parlez de Napoléon en Russie. Il est adulé, il est vénéré. Même en Angleterre, il est admiré. Et nous, on lui crache dessus. C'est impressionnant quand même. Laurent Geoffrin, par exemple, il dit qu'il est pour une commémoration sous condition. Vous êtes... je reconnais bien là, Ne faites pas cette tête-là. Non, mais je reconnais bien là, Laurent Geoffrin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que c'est stupide. Mais il n'y a pas de condition. On ne va pas juger Napoléon avec le regard d'aujourd'hui. C'est ça qui est stupide depuis le début. Vous comprenez? On juge avec nos valeurs morales d'aujourd'hui. Évidemment, nous tous, aujourd'hui, nous pensons que l'esclavage, c'est pas bien. Mais à l'époque, vous voyez, il y avait peu de gens qui pensaient ça. Et lui n'a même pas raisonné en est-ce bien, est-ce mal. Il a raisonné en est-ce l'intérêt de la France ou pas l'intérêt de la France. C'était comme les colonies d'ailleurs. Hein. Jules Ferry était pour les colonies. Mais bien sûr, vous comprenez, on n'est plus sur les mêmes critères. Donc on ne peut pas juger. Donc Geoffrin essaye vous savez ce qu'il fait, Geoffrin? Il essaye de concilier son amour sincère de Napoléon, parce que je sais qu'il l'aime sincèrement et qu'il le connaît et qu'il connaît vraiment, avec le jugement de la gauche qui déteste Napoléon. Donc il joue, vous voyez, le en même temps macronien. Jean-Sébastien Ferre, vous avez fini du micro? Non, mais je veux dire qu'en fait, ce qui me frappe aussi, et ce qui je trouve dramatique, vous dites c'est des batailles pour l'histoire, ce ne sont pas des querelles d'historiens. Parce que les gens qui animent ce débat, vous l'avez dit tout à l'heure, ne connaissent pas ou connaissent mal, revisitent avec des a priori. De nouvelles lunettes. Voilà. Oui. Jean-Sébastien Ferjou. Ce qui me frappe, effectivement, l'anachronisme, ça n'a pas de sens, juger quelqu'un selon des critères d'aujourd'hui, mais c'est surtout, on le fait en plus avec, alors je reviens un peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais sur vraiment des critères d'identité, parce qu'il faut être victime, ou il faut être coupable, et finalement, alors moi qui ai une certaine mémoire familiale, par exemple, des guerres de Vendée, quand je vois un gendarme, je vois un gendarme d'aujourd'hui, je pense pas aux colonnes infernales et aux massacres dont j'ai pu entendre évoquer les souvenirs, mais ça me paraît fou, effectivement, qu'on n'arrive pas à sortir de ces passions-là, parce qu'on les intègre dans ces espèces de critères identitaires, en quelque sorte, et surtout, ce qui me frappe aussi chez les gens qui veulent toujours donner des gages pour montrer qu'ils vont plus loin, qu'ils sont politiquement corrects, qu'effectivement, ils ne sont pas dans la discrimination, on ne va jamais assez loin. Il y a un exemple qui m'a frappé la semaine dernière, Joe Biden, c'est complètement idiot. Joe Biden dit à propos du Texas et du Mississippi qui veulent enlever le port du masque, il faut arrêter les raisonnements à la Néandertal. Que croyez-vous qu'il se passe ça? Le New York Times s'est fendu d'un article pour expliquer que les Néandertals respectaient leurs aînés et que c'était quand même une discrimination, une pensée discriminatoire que de s'en prendre aux Néandertals. Donc on voit quand même là où on en est arrivé, et quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, on peut donner tous les gages qu'on veut à ces tenants de cette nouvelle culture du bâillon, ça n'est jamais assez loin. Oui, ce n'est jamais assez, Jean-Sébastien, parce que c'est au-delà
du comique de votre histoire, Oui. qui est très drôle. Qui est tragicomique. Très drôle. Il y a une volonté chez ces gens d'éradiquer, d'effacer l'histoire de France, qui est tout à fait symbolisée par les statues qu'ils déboulonnent. Ils veulent effacer l'histoire de France pour imposer un nouveau peuple, un nouveau pays, une nouvelle histoire à la place. Je pense que là, il y a une vraie volonté d'effacement de l'histoire de France. Et Napoléon en est l'exemple, parce que c'est l'exemple le plus emblématique, si vous voulez, c'est le sommet. Mais même des membres de du l'histoire de gouvernement, France. même des membres du gouvernement. Je ne sais pas quand je vois Elisabeth Moreno qui rigole lorsqu'on lui demande s'il faut commémorer. Mais bien sûr, il y a beaucoup de membres du gouvernement. C'est un gouvernement macronien. Ça, c'est pas nouveau. Juste Il nous pour dire, reste peu c'est de pas temps. nouveau, Napoléon, Oui. parce que essayer de voir où se trouve une rue Napoléon dans les villes de France, sûr. on n'a aucune. On a terminé. Bonaparte. On a un peu, terminé. c'est vrai, mais On a pas terminé. plus. Dernier mot, Éric Zemmour, Voilà. dernier mot. Non, dernier mot, je Moralité. pense, la moralité, vive l'empereur. Un peu plus d'un an après leur mise en retrait de la famille royale, le prince Harry et sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle, se sont confiés sur la chaîne de télévision américaine CBS. Le couple princier a dénoncé le comportement du reste de la famille royale envers eux, ce qui a suscité un vif émoi au Royaume-Uni. Pourquoi ces tensions, Éric Zemmour? Simple règlement de compte familial ou bien une vraie révolution au sein de la famille royale britannique, selon vous? Je vous ai promis un chiffre. Ah oui. 7 millions de dollars. C'est le prix de l'interview qu'a payé la chaîne, la fameuse interview donc de Meghan devant Oprah Winfrey. Merci. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Il y a trop de feu. Il y a trop de feu. Par des Français, Il y a trop de feu. Oprah Winfrey. Bon, je vais y arriver. Elle est très connue et mais très je sais, appréciée. Très symbolique. Elle est très célèbre et évidemment très symbolique. Évidemment. Non, mais je sais, mais j'arrive pas avec le feu, là, c'est trop. Bref, donc je vais vous dire d'emblée ce que je pense, parce que comme ça, après, je vais essayer de démontrer ce que je pense, mais autant que vous sachiez tout de suite ce que je pense. Je pense que c'est une entreprise cynique de manipulation pour se faire de la publicité et pour, alourdir les fins de mois et améliorer encore les fins de mois qui sont déjà bien charnues, on dira, et bien conséquentes. Voilà ce que je crois. On rentre dans les détails rapidement de son interview. Pour le couple ou bien pour elle, pour le couple, évidemment. Pour le couple, sur le dos de la reine. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit ? Le racisme. Vous savez, c'est dans Molière, puisqu'on était avec Mazarin. Vous vous souvenez, dans Le Malade imaginaire, c'est le poumon, vous dis-je, le poumon, vous dis-je. Et bien là, ça m'a fait vraiment penser à ça. Le racisme, vous dis-je, le racisme, vous dis-je. Il n'y a plus que ça. Aujourd'hui, c'est facile. Quand on veut accuser n'importe qui, on dit « Ah, mais il est raciste, lui ». Je trouve ça absolument lamentable, surtout que j'avais eu l'impression que justement elle avait été très bien accueillie. Même le père de Meghan dit qu'elle exagère et qu'ils ne sont pas du tout racistes dans la famille royale et qu'en tout cas... Ils ne se sont jamais entendus non plus. Hein. Non mais de toute façon, c'est idiot de dire ça. En plus, les exemples qu'elle donne, elle dit « Mon fils, Archie, n'a pas eu de titre royal, alors que les 3 fils de William et de Kate, eux, ont un titre. » Mais elle fait semblant de ne pas savoir que depuis 1917, je crois que c'est George VI, les seuls qui aient un titre royal, ce sont les enfants du roi ou de la reine et les petits-enfants de l'héritier. Donc, en l'occurrence, lui n'est pas concerné. Enfin, son fils Archie n'est pas concerné. C'est uniquement William, les enfants de William et Charles qui est l'héritier direct. Donc, voilà. Donc, vous voyez, elle dit aussi... Ah oui, il y a eu beaucoup de conversations et il y a beaucoup de gens à la cour qui s'inquiétaient de la couleur de mon fils quand il naîtra, s'il n'était pas trop noir, etc. Et puis là, dommage pour elle, il y a le bonnet de Harry qui arrive et à qui on demande là, de confirmer les propos de sa femme et qui parle d'une conversation. Déjà, vous voyez, des conversations, on est à une conversation et en plus, il ne veut pas dire avec qui. Donc on ne saura jamais. Donc il accuse sans accuser tout en accusant. Donc vous voyez, tout ça est de la comédie. Pour moi, c'est vraiment... Elle était là, au bord des larmes, en permanence. C'est du cirque. C'est vraiment du cirque. Elle se met en scène, manifestement. Et je vous dis... quand je vous dis... c'est pour gagner beaucoup d'argent, je ne lésine pas. Vous savez que Netflix a déjà payé 100 millions de dollars pour divers projets éditoriaux et cinématographiques.
$100 millions, c'est pas mal. En plus, ces gens-là, elle est là à pleurer pour dire qu'est-ce que c'est dur, la vie de royal, comme ils disent en Angleterre. Qu'est-ce que c'est dur? Ah oui, c'est très dur de vivre dans un palais payé par le contribuable britannique. Qu'est-ce que c'est dur? C'est cruel même. Vraiment, on se demande comment elle fait. Ces gens-là se moquent du monde. Moi, je vous dis, franchement, ils se moquent du monde. C'est vraiment méprisant d'abord pour les Anglais, tout simplement, qui, pour le peuple anglais, qui souvent, tous les prolétaires anglais du Nord, qui tirent le diable par la queue. C'est scandaleux par rapport à la vieille reine, qui franchement a fait plutôt bonne figure. Elle aurait pu, vu son âge, vu sa génération, vu comment elle a été éduquée, il faut voir ce qu'était l'Angleterre victorienne d'il y a 100 ans. Elle aurait pu tiquer sur une femme, une actrice métisse, divorcée. Je veux dire, tout ça, c'est complètement en dehors du monde dans lequel elle a grandi. Tu sais, et franchement, elle a plutôt été accueillie correctement et fastueusement. Je trouve que c'est vraiment, je vous dis, du cynisme, et deux, une comédie. Elle était là au mariage, d'ailleurs. Absolument. Meghan Markle est-elle la nouvelle princesse Diana, la mère du prince Harry, connue pour avoir bousculé la famille royale dans les années 90? Mais vous ne croyez pas si bien dire. Quand je vous parlais de comédie, en fait, le couple là a repris le scénario de la dernière saison de The Crown. Quand Lady Diana, abandonnée de tous, trompée par Charles, elle-même ne se privait pas d'ailleurs, répond à une interview en 95 et explique que son mari l'a toujours trompée, qu'elle était malheureuse, etc., et que la reine a toujours été méchante avec elle, et patati et patata. Et les journalistes de la presse féminine ont remarqué, ça m'amusait beaucoup, que Meghan a singé même les codes de Diana. C'est-à-dire qu'elle s'est habillée en noir et blanc comme Diana lors de cette fameuse interview. Elle avait le bracelet de diamant légué par Diana à son fils et donc à Meghan. Et elle s'est même maquillée avec un trait de colle noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images moi, je me souvenais des images de Lady Diana. Je ne me souvenais pas. Et effectivement... C'était une interview touchante, on s'en souvient. Oui, oui. Vous êtes d'accord, il y avait un trait noir très marqué, très... Vous voyez, bon. Et là, vraiment, elle a joué... c'est une comédienne, elle était au bord des larmes tout le temps. Enfin, c'est du cinéma. Maintenant, un mauvais film, d'ailleurs. Vous savez, il y a une phrase de Karl Marx que j'aime beaucoup, qui ouvre le coup d'État du 18 Brumaire, livre magnifique que je recommande à tous. Et Marx dit une phrase célèbre: l'histoire se recommence toujours deux fois, une fois en tragédie et une fois en farce. Et bien là, nous étions dans la farce. Rappelons que la plupart de son maquillage est français, à Meghan Markle. C'est pour vous faire sourire. Elle avait une robe Armani. Ah bah vous voyez. Vous voyez, je me renseigne. Oh, il y a des petits points positifs. Éric Zemmour, très étonnant. Oui. Aux États-Unis, la porte-parole de la Maison-Blanche a salué le courage du prince Harry et de sa femme Meghan Markle au lendemain de leur interview. Comment expliquer cette prise de position, on va dire, diplomatiquement osée? Oui, vous avez raison, c'est diplomatiquement osé. Moi, j'y vois, je vous donne mon explication, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, j'y vois, effectivement, le fait pour Biden de faire plaisir à son aile gauche décoloniale, Black Lives Matter, etc. On voit bien que le couple joue ça depuis le début. Joue le couple moderne, métis, politiquement correct. Vous voyez, et d'ailleurs, les arguments sur le racisme, c'est tout à fait des arguments qu'on entend tout le temps ici aussi en France. On voit bien quelle mouvance politique elle essaye maladroitement d'incarner. Et donc, Biden et une partie de sa majorité est aux anges, évidemment, quand ils voient ça. Et donc, ils ont choisi d'appuyer cette ligne-là. C'est uniquement de la politique politicienne. En plus, nous sommes en plein procès des assassins, des policiers de George Floyd. Vous voyez, il y a un climat aux États-Unis qui fait que Biden veut montrer qu'il est du bon côté du manche. Voilà. Quitte à intervenir comme ça dans
dans les affaires un peu... Je trouve que c'est effectivement une mauvaise manière faite à la monarchie anglaise, surtout que je pense que là aussi, c'est comme j'ai vu les sondages, le premier sondage, c'est exactement comme le nucléaire, c'est-à-dire que les hommes de plus de 50 ans sont avec la reine et que les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, sont plutôt séduites par le numéro de Meghan. Donc voilà, c'est... Et la reine aussi s'est exprimée, le palais de Buckingham a expliqué que la reine se dit attristée et que les accusations de racisme préoccupantes sont prises très au sérieux. Elle affirme, comme dit Meghan, puisque c'est le surnom de la couronne d'Angleterre, a appris justement de l'expérience Diana. Où là, je m'en souviens très bien, là, la couronne a vraiment vacillé. C'est-à-dire qu'après la mort de Diana, que la reine avait montré une insensibilité phénoménale, je dois dire que qui est très british et très qui est digne de la monarchie anglaise, mais autant de l'émotion et de l'émotion cathodique, ça la fout mal. Donc là, la reine a appris et les conseillers de la reine ont appris. Dernière question avant de vous laisser la parole. Mais oui, je vous en prie. Juste pour vous taquiner un petit peu, est-ce que c'est pas un peu facile d'accuser la femme métisse, alors que le prince Harry lui-même, il s'est déguisé en nazi, il a eu beaucoup. Mais je ne vous le fais pas dire. Il a eu beaucoup de sorties de route. Mais je ne vous le fais pas dire. Alors je vais plus loin dans ma question, puisque je vous le fais. Allez plus loin dans votre question. Je vous le fais pas dire. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute, peut-être à elle? Oui, tout simplement. Et pourquoi en fonction de ce qu'il a fait lui? Quel est son passif, par exemple, à cette jeune femme? À elle? Mais elle n'a aucun passif. Je vois, pour moi... Alors que lui, il en a, est-ce que peut-être qu'il... Vous voulez dire qu'il essaie de se rattraper? Poussons le bouchon. A oublié. Non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il essaie peut-être de... Je ne sais pas. C'est lui peut-être qui joue sur cette corde-là. C'est une question. Oui. Moi, écoutez, c'est elle qui se met en avant. Lui est manifestement un comparse. Enfin, en tout cas, à l'écran, c'est ça que ça donne. Après, je ne sais pas dans leur relation privée. Mais en tout cas, à l'écran, on voit que c'est elle qui se met en vedette, c'est elle qui se met en avant. Et lui est plutôt un rôle secondaire. C'est un petit rôle, comme on disait avant. Et tout son passé, là, justement, il se déguise en nazi. Des frasques de gamins. Il critique les Français, ces putains de Français. Si vous les Anglais critiquent toujours les Français critiquent toujours les Anglais. Ça fait 1000 ans que ça dure. Donc vous lui pardonnez tout, en fait? Non, je lui pardonne. Ah non, au contraire, je lui pardonne rien. Moi, je pense que c'est un bonnet. Et qu'il est complètement manipulé par Meghan Markle, qui elle est une comment dire, qui n'est mue que par des intérêts cyniques de mise en scène, d'argent, parce qu'ils gagnent un argent fou avec cette histoire en se mettant en scène comme ça. Alors, ils n'ont pas gagné d'argent, rappelons-le, mais c'est vrai ce que vous avez dit, que le fait qu'ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix pour faire des podcasts, etc. Oui. Je dirais Marc Menon, ensuite on utilise beaucoup dans les faits divers, ici et là, le mot emprise. Eh bien, je pense que... Il est sous emprise. Joli. Parce que, mais non, mais c'est vrai. Imaginez qu'on inverse les rôles, on dirait, ben voilà. Mais ce gamin, ne pas oublier le traumatisme du départ. Donc c'est lui la victime. C'est pas lui la victime. Je pense. Bébête, quoi. Je pense que c'est un garçon qui a été extrêmement meurtri et il était abattu par la mort de sa mère. Tout ce qui est apparu à la suite de ce décès, l'accusation de meurtre, d'assassinat, etc. Et c'est vrai que la reine d'Angleterre n'avait pas été spécialement courtoise par rapport à Diana. Et je pense qu'elle en avait tiré le leçon. Et pour avoir mené ici les fastes du mariage de ce couple, j'avais mené une petite enquête. Et je vous assure qu'apparemment, avec beaucoup de sincérité, la reine d'Angleterre a été d'une jovialité invraisemblable. Alors, pas spécialement du fond du cœur peut-être, mais elle a compris aussi que pour l'image de la couronne, il était important de montrer que l'on avait cet esprit de concorde, cet esprit de relation entre des gens dits de couleur et des gens blancs. En plus, elle n'était pas aristocrate. Elle n'aurait jamais dû épouser normalement, selon l'étiquette classique. Kate non plus. C'était une roture. Mais oui, mais Kate non plus. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Diana, elle était aristocrate au moins. C'était. Tout à fait. Moi, je remarque qu'effectivement, on s'est beaucoup focalisé sur Meghan Markle, mais parce qu'elle est américaine et qu'elle est interviewée à la télévision américaine par une présentatrice américaine qui s'intéresse de fait plus à elle
qu'au Prince Harry, mais je trouve que c'est lui en fait qui a eu les propos les plus graves quand il dit il nous reste 30 secondes. Mon père sont pris dans un système. Ah oui, le système, c'est la monarchie britannique. Et c'est terrible, en fait, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est assez malheureux, au fond, le prince Harry. C'est le prince qui rêvait d'être roturier. Oui. Bon, C'est ce que dit Eric Zemmour. 10 secondes. Vivant comme... Quoi Marc Menot, exactement. Éric de Rilmaten. Quoi qu'ils fassent, On a où qu'ils fini. vivent au Canada, aux États-Unis, ils seront toujours attachés à cette image de la couronne et ils en profitent. Mais ils en profitent, c'est ce que j'allais dire. Moralité pour vous dans un instant. On peut rien faire d'autre. Oui, je dis c'est ça. Ils seront Ouais. toujours. Ils auront besoin de cette couronne britannique pour vivre. Sinon, s'ils étaient rien, on s'en ficherait. Selon ce qu'explique Éric Ils la Zemmour, respectent, il ça, c'est une l'utilise. bonne chose. Mais Éric Zemmour, Alors, vous voulez moralité. une belle conclusion. J'aime bien vous dire moralité, ça vous va bien. J'ai une belle moralité Alors, que j'ai retrouvée chez Jean Baudrillard. Vous savez, c'est un philosophe qui est mort il y a quelques années et qui parlait de l'époque contemporaine et qui on a disait... fini. Hein. Mais j'ai fini une phrase. Qui disait, il y a une obsession de la vérité, mais en fait, il y a une passion de l'apparence. Je trouve que ça va tout à fait à Meghan Merkel. Face à ceux qui veulent nous diviser et combattre nos valeurs, ce musée mémorial... Pourquoi vous faites cette tête? Non, parce que, bon, je vous dirai. Alors, je reprends. Face à ceux qui veulent nous diviser et combattre nos valeurs, ce musée mémorial est acte de résistance, a estimé Emmanuel Macron à l'occasion de la journée. Vous avez compris pourquoi je fais cette tête. Oui, d'hommage aux victimes du terrorisme qui avait lieu aujourd'hui. Il a rappelé ainsi son projet de créer un musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Alors, Éric Zemmour, cette société, ou ces sociétés face au terrorisme, ces actes de résistance face à une nouvelle forme de guerre, méritent-elles un musée? Non, je tiquais, vous m'avez pris au vol, parce que, je vais vous dire, je trouve cette hyperbole ridicule. Chaque tronçon de phrase d'Emmanuel Macron, je le trouve ridicule. Ces gens-là ne veulent pas nous diviser, contrairement à ce qu'on dit, ils veulent nous punir ou nous faire mal, ils ne veulent pas nous diviser. Après, ils n'attaquent pas nos valeurs, ils attaquent ce qu'on est, c'est-à-dire la France, vieux pays à la fois catholique et laïque. Et la dernière, c'est la résistance. La résistance, acte de résistance. Là, alors ça, c'est le pompon, l'acte de résistance en faisant un musée. Vous voyez, c'est comme si Jean Moulin avait voulu faire un musée à la gloire de ceux qui avaient été vaincus en 1940 et que c'était ça son acte de résistance. Non, on ne fait pas un musée pour résister. Et puis, deuxièmement, le terrorisme, c'est un moyen, ce n'est pas un adversaire. Vous savez, je parlais de Jean Moulin, mais pour les Allemands, en 1942, Jean Moulin était appelé terroriste. Toute personne qui résiste à une occupation d'un pays étranger est appelée par ce pays étranger des terroristes. Jean Moulin était appelé terroriste. Les Juifs qui se battaient pour l'indépendance d'Israël en 1947 étaient appelés terroristes par les Anglais. Et puis après, ce sont eux qui ont appelé terroristes les Palestiniens qui mettaient des bombes pour demander l'indépendance de la Palestine. Le FLN, algérien, était appelé terroriste par les Français. Ils mettaient des bombes dans les cinémas. Et puis après, c'est devenu le gouvernement de l'Algérie. Donc vous voyez, le terrorisme, ça ne veut rien dire. On ne combat pas le terrorisme. Parce qu'ils n'osent pas dire qu'on combat l'islamisme. Je ne dis même pas l'islam, je dis l'islamisme, c'est-à-dire une vision politique qui est intégrée à l'islam et qui, effectivement, tue en France et ailleurs d'ailleurs, dans de nombreux pays, au nom d'Allah. C'est ça qu'on combat. Mais comme on n'ose pas le dire, on dit on combat le terrorisme. C'est stupide. Et encore une fois, faire un musée aux victimes, c'est très bien de rendre hommage aux victimes. Je trouve ça très bien, les pauvres victimes de toutes ces actions djihadistes, effectivement, méritent qu'on leur rende hommage. Mais ce n'est pas comme ça qu'on résiste. Voyez, et les mots n'ont plus de sens, ne veulent plus rien dire. Donc c'est pour ça que je réagis comme ça. Je peux vous demander comment vous leur auriez rendu hommage?
en disant qu'ils sont... Je vous embête un peu? Non, mais vous avez raison, vous m'embêtez pas. Je n'aurais pas dit qu'on résistait en leur rendant hommage et qu'on faisait un musée. Vous voyez, j'aurais dit, voilà, ils sont victimes du djihadisme et d'une action violente de l'islamisme et de l'islam politique qui s'en prend à la France et à l'Europe au nom d'Allah. C'est pas la même chose. Au moins, ils savent pourquoi ils sont morts. Alors, au risque de vous faire répéter, est-ce qu'on peut parler d'un d'acte de résistance dans la création de ce mémorial comme le fait le président? Vous avez déjà commencé à répondre. J'ai déjà commencé à répondre et il continue en disant qu'il ne veut pas céder, j'ai noté la phrase, ne rien céder au fond de cette part d'humanité. Hein, ça fait beau comme ça, mais en vérité, c'est équivalent au fameux « vous n'aurez pas ma haine ». Vous voyez, moi je vais vous dire, ça me laisse de marbre ce genre de réaction. Parce que je me mets à la place des gens qui ont perdu un fils, une fille, un père, une mère. Je peux vous dire que moi, à leur place, ils auraient ma haine. Ceux qui ont tué mes enfants ou, mes parents, etc. J'avoue que je ne comprends pas cet humanisme facile. Vous voyez, il faut se mettre face à des gens qui vous tuent. Il faut les affronter et il faut, ne pas mésestimer, ne pas dire oui, mais on reste humain, etc. Non, je suis désolé. Moi, je ne reste pas humain face à des gens qui exterminent comme ça une famille, des familles, etc. Peut-être que les victimes, ils ont besoin de paix aussi pour après. Je veux dire, dans leur souffrance, les familles, ceux qui restent handicapés, ils ont du mal aussi à cultiver leur haine. Ils ont besoin de faire la paix pour bien sûr, pour je vivre comprends, et survivre. Je comprends. Mais vous savez, ce que je veux dire, c'est que lui, Emmanuel Macron, il est responsable de l'État. Donc, c'est pas... Là, vous faites de la psychologie personnelle, je comprends, pour les gens qui ont besoin de se reconstruire, comme on dit, de s'apaiser. Oui, je réagis à ce que vous avez dit. Je comprends très bien. Mais c'est pas le rôle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est un peu hypocrite tout ça. Parce que Emmanuel Macron, comme son prédécesseur François Hollande, n'hésite pas à faire exécuter, j'imagine, des djihadistes quand ils sont en Syrie, etc. Donc l'État, en vérité, n'hésite pas à être impitoyable. Vous voyez, ce sont des mots. Mais je trouve que ce sont des mots décalés par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors, dans une interview accordée au Figaro, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, a rappelé qu'environ 160 djihadistes adultes se battent encore aujourd'hui, sans compter les nombreux prisonniers détenus que certaines personnalités politiques voudraient rapatrier pour pouvoir les juger en France. Que faire vis-à-vis de ces terroristes ou bien de ces ex-terroristes? Nous sommes le pays, j'ai regardé les chiffres comme ça, nous sommes le pays qui a eu le plus de départs de djihadistes en Europe. 1364. J'ai gardé les chiffres exprès. Et nous sommes aussi le premier pays d'Europe pour les retours du djihad. 398. 398, donc 400 personnes. Quelle source, sans vous embêter? Écoutez, c'est simple. Je crois que c'est un beau petit tableau. Oui, voilà, c'est un beau petit tableau. Voilà. Vous nous direz. Voilà, en tout cas, on est les premiers. Moi aussi, j'ai mes chiffres, il n'y a pas de raison. Tout le monde a ses chiffres. Mais ils citent leurs sources. La Dares. J'étais jaloux de leurs chiffres. Et mais c'est pour vous dire que comme ils ne passent en moyenne que 5 ans en prison, donc ces gens-là sont des bombes à retardement, déjà. Et en plus, comme vous l'avez dit, les associations et les avocats font pression sur le gouvernement pour qu'on aille en chercher d'autres. Je trouve ça vraiment inconscient, voire criminel. Je pense que, d'ailleurs, le gouvernement, et là, vous voyez, je lui donne un point satisfecit, c'est qu'il, pour l'instant, il résiste à cette pression. Et il refuse de rapatrier des djihadistes, etc. Et ça, je l'approuve tout à fait. Vous voyez, parce que justement, ils savent très bien que c'est très dangereux. En plus, ces gens-là sont en prison, donc ils peuvent endoctriner et convertir d'autres gens qui seraient là pour des petits délits de voyous, de trafic, etc. Puisque vous vous souvenez de notre grande discussion avec Alain Boer, on sait aujourd'hui que ce sont les mêmes
En vérité, ils peuvent passer de la petite voyoucratie, du trafic de drogue au djihadisme criminel. Vous vous souvenez de ça? Il nous avait très bien expliqué à l'avoueur là-dessus. Oui. Donc ce sont les mêmes, c'est un continuum. Donc les gens en prison, ils vont se côtoyer, ils peuvent très bien endoctriner d'autres. Donc vous voyez, c'est vraiment très dangereux. Je pense que nous n'avons pas fini avec le djihadisme. Et Laurent Nunez expliquait dans son interview, je crois que c'est dans le Figaro, oui, si je ne dis pas de bêtises, que Daesh était en train de se reconstruire dans la clandestinité, évidemment, pas avec le faste des années précédentes, mais comme une organisation dangereuse, en lien d'ailleurs avec Al-Qaïda, avec des luttes intestines, hein, mais en même temps, ils ont le même adversaire, c'est-à-dire nous. J'aimerais bien qu'on puisse réagir un petit peu. Dimitri, Jean-Sébastien, peut-être Éric de Rijnmaten, avant de terminer. Moi, sur la question du retour, effectivement, je pense que le gouvernement ne doit pas céder. Enfin, je veux dire, il y a des vidéos vous voyez ça sur Internet. Je voyais une jeune femme qui dit, écoutez, on voulait vivre une aventure. Bon, on a été un peu déçus, alors on veut rentrer maintenant. Non, mais... Enfin, d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs l'inconséquence d'une partie de ces 1400 personnes qui sont parties à un moment, il y a une espèce de romantisme. Vous ne voyez pas que c'est un discours pour attendrir les Français? C'est un mélange, c'est probablement vrai. C'était une femme là qui s'exprimait, donc je pense que pour les jeunes hommes... Les femmes ne mentent pas. Ouais. Non, je dis que les motivations n'étaient pas forcément les mêmes que les hommes qui partaient de manière guerrière. Non, Meghan Markle ne ment pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que les femmes qui sont parties en Syrie pour faire le djihad, etc., n'avaient pas forcément des motivations. Il y avait peut-être cette idée de vivre une espèce de vie parfaite, en accord avec l'islam, contrairement aux hommes qui, eux, je pense, partaient faire la guerre, vraiment, certains pour tuer, enfin pour vivre cette expérience. Je pense que les femmes aussi, elles partaient pour faire la guerre à leur manière. Je ne vois pas pourquoi on excuserait les femmes et pas les hommes. C'est exclusif de la recherche de l'aventure, et je pense que c'est toute la question de nos sociétés, c'est celle du sens. C'est tout simplement, nous peinons à donner du sens, et il y a des idéologies à côté qui en donnent et qui justement structurent beaucoup la vie. Mais sur ce que vous disiez sur le terrorisme, je suis absolument d'accord avec vous, c'est un moyen, et le terrorisme, il est au service d'une cause, et ce qu'on combat, c'est la cause en question, en tout cas ceux qui cherchent à la promouvoir de manière violente. Maintenant, là où j'ai peut-être un point de divergence, c'est que malgré tout, dans ce moyen-là, la division, si c'est une stratégie, le terrorisme, ça sert à diviser, ça sert à forcer à prendre parti. C'est-à-dire que vous voyez bien l'objectif des islamistes. Ils voudraient provoquer des réactions de haine anti-musulmans de la part des Français qui ne sont pas musulmans, pour justement que les musulmans, eux, basculent dans le camp des islamistes finalement parce qu'ils seraient confrontés à la société. Il nous reste 20 secondes. Je connais cet argument, il est seriné depuis à peu près 5 ans, mais je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Je ne pense pas que les islamistes visent ça. Les islamistes veulent détruire les croisés. C'est tout. Ils ne sont pas aussi compliqués que ça. Non, pour eux, les musulmans qui ne basculent pas dans leur camp sont des mauvais musulmans et à la limite, ils sont eux aussi des gens à agresser et à tuer.